L'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter bien plus loin que les gros titres de l'époque. On va donc plonger ensemble dans l'histoire, dans la stratégie, pour saisir les racines de cet événement, qui a littéralement redessiné la carte de l'Europe. Et pour commencer, regardons de plus près cet objet. C'est une médaille russe frappée pour commémorer le retour de la Crimée. Mais le détail qui interpelle, c'est la date de début gravée dessus, le 20 février 2014. Ce qui est étonnant, c'est que cette date, c'est 2 jours avant la destitution officielle du président ukrainien pro-russe de l'époque, Viktor Yanukovych. Ce petit bétail, cette date, ça change tout. Ça pose une question essentielle. Est-ce que tout ça n'était qu'une réaction spontanée à la révolution de Kiev, ou est-ce que c'était en fait l'aboutissement d'un plan préparé de très longue date? C'est le mystère qu'on va essayer de percer. Et pour trouver la réponse, il faut remonter le temps. Loin en arrière, on part au XVIIIe siècle à la rencontre du tout premier architecte de cette ambition russe vers le sud, un personnage dont l'ombre plane encore sur toute la région. Et cet homme, le voici, Grigori Potemkine, un personnage haut en couleur, souvent résumé à son rôle d'amant de l'impératrice Catherine la Grande. Mais il était bien plus que ça. C'était un administrateur de génie. Et c'est lui qui, en 1783, a orchestré la toute première annexion de la Crimée. Un acte fondateur qui a défini la géopolitique de la mer Noire pour des siècles. Le grand projet de Potemkine portait un nom, la Novoroussia, la Nouvelle Russie. L'idée, c'était un immense plan pour coloniser, peupler et sécuriser toutes ces terres au nord de la mer Noire, ce qui correspond en gros au sud de l'Ukraine actuelle. Il voulait transformer ces steppes quasi vides en un bastion de l'Empire. Et quand on regarde une carte, on comprend tout de suite pourquoi. La Crimée, c'est comme un porte-avions naturel au milieu de la mer Noire. C'est un verrou stratégique, Potemkine l'avait parfaitement saisi, c'est pour ça qu'il a fondé Sébastopol, pour en faire le port d'attache de la toute nouvelle flotte russe de la mer Noire et pouvoir ainsi projeter la puissance russe bien au-delà de ses frontières. Ah, et Potemkine, son nom est aussi lié à une expression célèbre, les villages Potemkine. La légende dit qu'il aurait fait construire des villages de façade en carton-pâte, juste pour en mettre plein la vue à l'impératrice lors de sa visite. Bon, la vérité, c'est que les historiens aujourd'hui pensent que c'est surtout un mythe, probablement une vieille campagne de diffamation. Il a bien fait décorer les villes sur son passage, mais de là à construire de faux villages, c'est une autre histoire. Alors, au-delà du personnage de Potemkine, quelle était la motivation de fond? Qu'est-ce qui a poussé la Russie pendant des siècles à regarder avec tant d'insistance vers le sud? Cette citation dit tout. L'enjeu de la Crimée, ça n'a jamais été juste une question de territoire en plus, non. C'était une obsession, une nécessité vitale pour Moscou. Avoir enfin un accès à la mer Noire, un port qui ne gèle pas en hiver. Bref, briser son enclavement. Et il faut bien voir que l'action de Potemkine, ce n'est pas le début de l'histoire, c'est la fin d'un très long chapitre. Pendant des siècles avant lui, l'Empire russe et l'Empire ottoman se sont livrés une guerre acharnée pour le contrôle de cette région. L'enjeu était colossal, devenir ou non une grande puissance navale. Allez, on fait un grand saut dans le temps, on arrive au XXe siècle. Et là, les choses vont devenir beaucoup plus compliquées pour la Crimée. C'est là que les graines du conflit de 2014 vont être plantées. Alors regardons cette chronologie, c'est assez vertigineux. D'abord, 1944, Staline déporte toute la population des Tatars de Crimée, un vrai traumatisme. 10 ans plus tard, 1954, coup de théâtre, Khrouchtchev, d'un trait de plume, donne la Crimée à l'Ukraine soviétique. Puis, 1991, l'URSS s'effondre. L'Ukraine devient indépendante, avec la Crimée à l'intérieur de ses frontières, ce que la Russie de l'époque reconnaît. Et enfin, en 1997, un accord est trouvé. L'Ukraine accepte de louer à la Russie des bases navales à Sébastopol. On voit bien comment toutes les pièces du puzzle de 2014 se mettent en place. Et voilà, retour en 2014. On est prêt maintenant à revenir à notre point de départ, cette fameuse médaille et sa date pour le moins curieuse. Là, tout s'accélère de façon incroyable. Le 22 février, le président Yanukovych est chassé du pouvoir. Dans la foulée, en Crimée, apparaissent ces fameux petits hommes verts, des soldats sans insigne mais très bien équipés, qui prennent le contrôle des points stratégiques. À peine un mois plus tard, un référendum est organisé et le 18 mars, la Russie officialise l'annexion. Tout ça à une vitesse folle. Le résultat officiel du référendum ? 86,6% en faveur du rattachement à la Russie. Un score, disons, écrasant. Mais il y a un mais, et il est de taille. Ce vote a eu lieu alors que la péninsule était sous occupation militaire. C'est pourquoi il a été immédiatement qualifié d'illégal par l'Ukraine et par presque toute la communauté internationale. On a donc deux récits qui s'affrontent, deux logiques totalement opposées.
D'un côté, la Russie qui invoque l'histoire, la nécessité de protéger les populations russophones et la volonté populaire. De l'autre, le droit international qui pointe la violation de multiples traités et surtout la violation du mémorandum de Budapest de 1994, un document crucial où l'Ukraine abandonnait ses armes nucléaires soviétiques en échange justement de la garantie de ses frontières par la Russie entre autres. Parce qu'au-delà des discours, les gains stratégiques pour la Russie sont énormes. Le contrôle du détroit de Kerch qui verroue la mer d'Azov, l'accès à des gisements de gaz et de pétrole, et bien sûr, la possibilité de transformer la Crimée en une forteresse imprenable, ce que certains appellent un porte-avions qui ne peut pas couler. Et Moscou n'a pas perdu de temps. La péninsule a été massivement remilitarisée. On y a déployé des systèmes d'armes très modernes, comme les missiles Iskander ou des bombardiers stratégiques Tu-22 M3. Et le détail qui compte, ces deux systèmes peuvent emporter les armes nucléaires. Évidemment, tout ça a un coût, et un coût énorme. Juste pour l'année 2014, on parle de plus de 2 milliards d'euros injectés par Moscou pour faire tourner l'économie locale, payer les salaires, les retraites. Et ça, c'est sans compter les dépenses militaires, dont le montant, lui, reste un secret. En conclusion, on voit bien que le retour de la Crimée à la Russie en 2014 est loin d'être un simple accident de l'histoire. Il a été perçu comme une véritable rupture stratégique, le point de départ d'une nouvelle ère de confrontation en Europe. Et cette histoire, elle nous rappelle une chose. Le passé ne meurt jamais vraiment. Il n'est même pas le passé.